Bonsoir à tous, c'est la rentrée pour Info Politique. On tourne la page de 2018 pour voir ce qui va se passer en 2019. On a fini avec l'une des revendications des Gilets jaunes, la vie chère. On entame 2019 avec ce thème de la vie chère. On va en parler tout au long du mois, en cette fin de mois de janvier. On en parlera tout au long du mois de février et sans doute encore en mars, puisque de toute façon, le grand débat national devrait se terminer en mars. Et on espère que le thème de la vie chère aura sans doute tenu le haut du débat, puisque pour l'instant, on ne parle pas vraiment de la vie chère. Mais il y a une chose, messieurs, bonsoir. Alors, pour en parler autour de la table, bonsoir Antoine Fontaine, donc, bonsoir. Forain dans le service professionnel. Entre autres, Didier Waro, bonsoir, transporteur. À ce qui paraît, oui. On va pas tout de suite polémiquer. Morad Gelalta, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. La santé est revenue, donc ça va. Ils sont les consultants un petit peu de cette émission de temps en temps, ils reviennent assez souvent, tout comme Antoine Fontaine d'ailleurs, avec Marcely, bonsoir. Bonsoir. Vice-président du CSAPR, donc collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion. Le président en est Jean-François Maillot, bonsoir. Bonsoir. Également donc du CSAPR. Messieurs, bonne année. Je ne sais pas si ça sera une bonne année, mais en tout cas, la vie chère, on l'a vu à la fin, puisque pendant les manifestations, les prix ont augmenté, et on le voit en début d'année, les prix ont augmenté. Quand vous allez dans les grandes surfaces aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça baisse ou que ça monte? Les grandes surfaces, j'y mets les pieds vraiment que si on en a vraiment besoin. Sinon, actuellement, j'achète chez un petit commerçant, mais je vais rarement déjà depuis très longtemps dans les grandes surfaces. Donc, j'entends les bruits que ça a augmenté, tel produit, et ainsi de suite. Vraiment... Ça devient inintéressant pour les grosses. Pour moi. Mais... Moi, j'y suis allé tout à l'heure, justement, la grande surface qui est à côté de vos studios. Je suis allé me rendre compte un petit peu de la situation. Je suis allé au rayon fruits et légumes pour voir un petit peu comment les prix... Et donc, moi, j'ai noté le constat. La mangue José est à 3,95 €. L'orange importé d'Afrique du Sud est à 1,90 €. Donc voilà un petit peu, je pense que tout est de cet acabit-là. Très honnêtement, je pense que la vie est beaucoup moins chère sur les marchés forains. C'est sûr, il n'y a pas la climatisation, mais en tout cas, il y a des sites magnifiques et les gens devraient venir plus souvent sur les marchés forains s'approvisionner en produits frais. D'accord. Et à Saint-Pierre, vous y trouverez Antoine Fontaine. Le président de SAPR, le prix des matériaux en bâtiment, ça a fait la culbute ou pas? Mais tout à fait, ça a été prouvé l'année dernière d'ailleurs. Plus de 40% par rapport à la métropole. Et ça continue puisqu'il y a une boîte en particulier, je ne vais pas la citer, mais tous les ans, elle augmente. À partir du 1er janvier, elle augmente ses prix. Tous les ans. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus dans une émission plus tard en février, de détailler un petit peu, de voir comment les prix augmentent justement, les prix des matériaux dans le bâtiment. C'est un hasard, j'ai fait exprès de vous mettre à côté, puisqu'il y a un transporteur, l'autre essaye de faire venir un pétrole, un carburant à un autre prix. J'avais posé cette question de cette façon-là. Il vous a plombé en baissant la taxe carbone et en baissant le prix du carburant dans cette bataille ou... Non, ça ne change rien. Non? La seule différence que ça change, c'est le montant de la caution en douane. C'est-à-dire? Il y aura besoin d'en remettre beaucoup moins, puisque la caution en douane correspond aux taxes à reverser à la région. Donc, une fois, vous avez pu amener du carburant de Singapour à ici, 12 000 litres à peu près, c'est ça? Ça a duré une tentative. Demain, si il y a une autre unité de stockage du carburant à La Réunion, à combien pourrait-on vendre le carburant à La Réunion? Bon, je vais d'abord corriger. C'était pas une tentative. C'est un échantillon probatoire demandé par l'État à toute importation par tanker. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir importer par tanker, il fallait que l'État valide notre fournisseur et la qualité de notre fournisseur. Donc l'État nous a demandé un échantillon, on a ramené l'échantillon, il a été contrôlé sous toutes les coutures, et c'est comme ça qu'ensuite tout a été OK pour qu'on obtienne le statut d'entrepositaire agréé, c'est-à-dire au même titre que la SRPP. Aujourd'hui, on est agréé par les douanes françaises et communautaires pour importer, stocker, distribuer. Et c'est pas que j'essaye de faire entrer le carburant.
on m'empêche de le faire rentrer. Ce qui est très différent. Parce que essayer, c'est très facile pour le faire venir. Mais pour le faire rentrer, voilà. Brad, là, si demain vous allez au bout, si on arrête de vous mettre les bâtons dans les roues et si vous arrivez à concrétiser la création d'une autre unité de stockage à La Réunion, combien pourrait se vendre un nouveau carburant à La Réunion? Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas faire pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Et je vais vous faire une réponse de Gascon. Hein. Si on nous empêche de rentrer aujourd'hui, c'est pas parce qu'on risque de vendre plus cher. C'est parce qu'on risque de vendre de moins cher. Et eux savent, parce que nous, on a un fournisseur en direct. On ne passe pas par des sous-traitants ou quoi que ce soit. Il y a moins d'intermédiaires, je suppose. Oui. Et puis les marges, on n'a pas besoin d'avoir autant de marge. D'accord. Diwaro, ce genre de propos, ça vous hérisse le poil ou vous dites plutôt c'est un espoir, il faut continuer à se battre, comme l'a fait depuis le 17 novembre les Gilets jaunes, pour qu'un jour on fasse sauter le verrou des monopoles à La Réunion. Le pétrole, c'est quelque chose de symbolique. On le voit, mais il n'y a pas que le carburant, il y a aussi tout un contexte, c'est vrai avec le lobbying automobile par exemple. Alors, il faut savoir quelque chose quand même, c'est que nous on avait une étiquette où on défendait le carburant parce que c'est la chose qu'on maîtrise. Il faut savoir que nous aussi on mange, nous aussi on boit, nous aussi on achète des voitures, on achète des matériaux de construction, on est intéressé par l'ensemble, on paye des charges sociales également. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un problème parce que on a l'impression d'être des vaches à lait, c'est-à-dire que on nous demande de faire d'énormes efforts, à nous la classe moyenne, pour justement compenser les dépenses de l'État, alors qu'on favorise les plus gros qui, eux, ont, et bon, les plus petits n'ont pas pour donner, donc ils ne peuvent pas donner. Donc il y a deux aspects à voir sur tout ce que vous m'avez dit. Le premier aspect, je reviens tout à l'heure sur, vous avez parlé de la taxe carbone, vous avez demandé si ça... Alors, du carburant la taxe carbone, il faut penser qu'on a demandé à la virer, à l'enlever de La Réunion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune étude de fait. Donc elle n'était pas applicable à La Réunion. Normalement, le président de région devrait rembourser les 2 ans qu'il a taxé la taxe carbone, déjà d'une part. Donc quand j'entends les gens qui disent oui, c'est parce que le carburant a baissé, parce que le prix du baril a baissé, non. Il y a eu 7 centimes par rapport au prix du baril, d'accord, mais il y a 14 centimes parce qu'on a demandé à faire sauter cette taxe qui était illégale à La Réunion. Il y a une chose aussi qu'il faut quand même qu'on précise aux téléspectateurs, c'est que le prix du carburant à La Réunion n'est plus en fonction du prix du baril, que ce soit du Brent ou du baril qu'on voit, parce que parfois ça atteint 40 $ le baril, et parfois le prix s'envole, et parfois quand c'est à 80 $, le prix baisse. C'est ça qui est un peu le paradoxe. On ne suit pas on ne suit pas la courbe de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui explique ça à votre avis? C'est pas tout à fait ça. Le calcul, il n'est pas fait sur le baril, il est fait sur le Platts. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a un institut international qui est le plus reconnu, qui est le Platts, et qui indique un prix par exemple du gasoil qui a atteint tel prix. Mais quand il l'indique, ça veut dire que ce prix-là a été vendu. C'est-à-dire que quelqu'un l'a acheté à ce prix-là. Et quand les services de la préfecture font leurs calculs, ils font sur cet indice-là. Sauf que l'indice du Platts, lui, il calcule par rapport à la qualité de gasoil la meilleure, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'excellium. Mais celui qui arrive à La Réunion n'est pas l'excellium. Lui est dans la cotation Platts. Il est au 7e étage, en dessous. Il n'est pas au premier. Mais la préfecture, quand elle calcule, parce qu'elle se base sur un chiffre indiscutable qui est le calcul du Platts, mais c'est à la faveur des importateurs. Donc, quand il calcule, ça fait que, et comme il calcule sur les 15 premiers jours de cotation, il suffit que le baril ait baissé après ces 15 jours, la cotation est faite sur les 15 premiers jours, donc elle rentrera que le mois d'après. Et un petit truc qui est subtil également, c'est que quand la préfecture annonce un prix de vente, c'est un prix de vente maximum. On n'est pas obligé de le faire au maximum. Ils peuvent faire exactement. Et vous pouvez remarquer qu'à chaque fois que la préfecture a donné un prix de vente maximum, ça a été le prix du carburant à La Réunion. Et en fin de compte, il est transformé en un prix minimum. Le marché est dicté. C'est ce qu'on appelle dicter le marché. Je reviens sur ce point, c'est qui a voulu aller voir un peu les prix, ne serait-ce que sur les marchés forains, qui est parti en grande surface voir un petit peu. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la revendication première des Gilets jaunes, la vie chère, on ne pourra pas dire que les grandes surfaces, ou même les forains, ou même les petits commerces l'ont entendu. Tout le monde a augmenté le prix apparemment.
tout le monde a augmenté le prix. Oui, bien sûr, on a créé une forme de pénurie, on va dire, où les gens avaient plus la possibilité de s'approvisionner. Et donc, effectivement, les grandes surfaces, même un peu les forains, il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, puisque tout le monde ont des marges exorbitantes à La Réunion, tous les grands secteurs d'activité, les forains aussi en profitent un peu. Et c'est clair que les prix ont augmenté pendant cette période de pénurie. Oui, c'est vrai qu'il y a une chose quand même qu'il faut regarder, c'est que en n'ayant pas pu faire les courses pendant 2 ou 3 semaines, il y a eu un tel psychose dans la population. Lorsque les magasins sont ouverts, tout le monde est parti un petit peu comme si il fallait se ravitailler avant la prochaine guerre, quoi. Je crois qu'on est aligné d'une société de consommation. Quand on rentre dans une grande surface, on fait des achats compulsifs. Donc on ne rentre pas dedans pour prendre juste le nécessaire. Tandis que quand on va chez un petit commerce ou chez un forain, on prend juste, j'ai besoin de quelques bananes, quelques pommes, quelques Ça, c'était menthes. possible lorsqu'on allait à la boutique chinoise du coin. On prenait la bouteille d'huile, le morceau de savon, le kilo de grain sec. Ça, c'était possible. Aujourd'hui, quand les gens rentrent dans une grande surface, c'est avec un caddie ou avec un trolley. Voilà, les gens n'ont pas le temps vraiment d'aller comparer vraiment les prix. Ouais. Et justement, C'est vrai que si c'est des courses, bon, si c'est des trucs qu'ils ont l'habitude de prendre souvent, effectivement, là, ils comparent. Mais autrement, ils n'ont pas vraiment le temps ou la mémoire de tous les prix quand même. comparer les prix. Vous avez entendu la proposition de la députée Erika Barretch? Bah alors, écoutez, quand on parle de comparer les prix, Alors, juste, Didier Warhol, juste pour vous dire, est-ce que vous avez entendu parler de sa proposition? Je ne sais pas si Mme Barretch est la mieux placée aujourd'hui pour parler, de nous faire des propositions sur ce sujet-là. Pas de règlement de compte. Quand on a été ministre des Outre-mer... De l'égalité réelle. Non, ministre des Outre-mer. Erika Barretch a été ministre des Outre-mer quand même. Oui, je sais. Et Et de l'égalité réelle. oui, tout à fait. Et qu'aujourd'hui, Erika Barretch se permette de critiquer l'action du gouvernement alors qu'elle-même n'a jamais mis en œuvre la loi votée à l'époque par Victorin Lurel, je pense qu'on devrait faire profil bas. On va juste rappeler que la loi de Victorin Lurel, c'était donc la régulation du commerce dans l'outre-mer. Et ça n'est pas passé non plus. Mais juste, alors là, elle propose que quand vous rentrez dans une grande surface, vous ayez tous les prix qui sont affichés dans les autres grandes surfaces pour savoir si vous faites le bon achat. mais justement, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que j'avais besoin d'un produit tout à l'heure, donc je suis parti l'acheter. Je suis passé dans un magasin, il était à 15 €, c'était une boîte de steak haché 5% matière grasse. Je me dis 15 €, alors qu'habituellement j'achète dans un autre magasin à 9,75 €. Donc j'ai pas acheté, je suis parti dans l'autre magasin, il était à 9,75 €. Je me suis fait merde. Et c'est la même marque, ils sortent de la même usine. Donc on se dit qu'il y a des problèmes. On a un gros souci à La Réunion où tout le monde fait les marges qu'ils veulent et la loi n'est pas respectée. C'est une chose, c'est-à-dire que dans les grandes surfaces, ils sont toujours gagnants. Ils baissent là, ils montent là, ils montent là, ils baissent là. Ça, c'est le jeu. Et il y a les petits commerces. Les petits commerces, eux, quand on y va, parfois on est surpris de voir la différence de prix. Mais est-ce que pour autant, il faut acheter ou pas? Alors, quel est le bon comportement aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prendre le temps d'aller en grande surface, de comparer les prix? C'est sur ce que vient de dire Didier Warhol. Ou est-ce qu'il faut aller dans le commerce du coin, comme l'a suggéré tout à l'heure Éric Marcelli, et même si c'est un petit peu plus cher, ça c'est François Caillé qui l'a dit, parce que ça permet si on paye un peu moins cher, ça permet de protéger les produits locaux et d'avoir des salariés. Quelle est la bonne attitude? Mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit le seuil de pauvreté qu'il y a à La Réunion, le Réunionnais, il calcule ce qui est moins cher. Et il faut être honnête, il n'arrive même pas à finir le mois avec ce qu'il a, donc il va aller toujours où c'est moins cher. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Moins cher, c'est vrai, on le regarde, tout le monde voit comment sont organisés les rayons dans les grandes surfaces. Le plus cher, il est plus bas. Comme le trois quarts du temps, quand on arrive à notre âge, on a toujours mal au dos, donc pour se baisser, c'est pas toujours évident. Et je déconne un peu là. Là, c'est pour dire que comment savoir que ce qui est moins cher est tout aussi bon et ce qui est plus cher n'est pas aussi bon par rapport au prix? Je veux dire, soyons un amateur de la qualité, quoi. C'est pas souvent le prix qui fait la qualité. Voilà, c'est pas le prix qui fait la qualité. Alors, c'est ça le problème. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Erika Barretch qui propose que le consommateur puisse comparer le produit qu'il achète dans une grande surface au prix de toutes les autres grandes surfaces. Pour voir si c'est le bon produit. C'est peut-être une bonne chose. Non, mais c'est peut-être une très bonne chose. Ouais. C'est la publicité comparative. Mais je rejoins Antoine. Mais pourquoi elle l'a pas fait en tant que ministre? Pourquoi venir le faire maintenant? Pourquoi vouloir critiquer maintenant?
Bon, C'est ça qui est disons problème. que mieux Maintenant- vaut tard que jamais quand même. Donc Mais c'est peut-être, Bien sûr. mais on a perdu du temps. Oui, non, mais de toute façon, On a été volé entre-temps. Mais ce serait bien vraiment de faire la comparaison justement avec les petits commerçants de proximité, d'acheter la même chose chez le commerçant, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, ils mettent des prix bas d'un côté, mais ils rattrapent de l'autre. De prendre la même chose dans une grande surface, bon, de faire peut-être dans 2 grandes surfaces ou dans deux petits commerces de proximité, et voir vraiment la différence de prix. Est-ce qu'il y a différence de prix? Est-ce qu'on serait peut-être pas moins cher sur le commerce de proximité? Quand je vais même plus loin, il faudrait voir aussi mettre les prix de métropole. Comme ça, on verra bien la différence sur les produits à côté en plus. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vous avez suggéré plus tard que ce serait bien de voir tous les intermédiaires? Est-ce que ce serait bien de voir comment le prix augmente? Quelle est la marge? Quel est le coût de revient? Quel est le coût de transport? Alors, justement, j'en avais débattu pendant notre mouvement Gilets jaunes, que comme la région voulait justement subventionner les transports pour que les prix se rapprochent de la métropole, je lui ai dit non, c'est hors de question que ce soit l'argent de nos impôts qui le fasse. Il faut justement taper sur les grosses marges que font ces grosses boîtes pour que les prix soient justes. Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais avoir le même prix que la métropole ici. Il y a un coût de transport, ok, mais il ne faut pas exagérer. Il faut que le prix soit correct. Il y a quand même une question qu'on peut se poser. Il y a des produits qui sont vendus au même prix que la métropole. On le voit sur les vêtements, par exemple. Sur les vêtements, il y a des vêtements qui sont au même prix que la métropole. Pourquoi c'est pas possible sur les produits alimentaires? Parce que les produits alimentaires, enfin quand même, il faut rappeler que l'alimentation, c'est un besoin fondamental. S'habiller, peut-être que ça l'est moins. Physiologiquement, les gens ont besoin de manger quand même pour vivre. Et que c'est un moyen qu'on a trouvé aujourd'hui de les exploiter. La problématique de la vie chère à La Réunion et dans les départements d'outre-mer français, c'est pas nouveau quand même, cette problématique-là. On est passé d'une société de plantation à une société de consommation où on exploite les gens sur ce qu'ils ont essentiellement besoin, c'est-à-dire se nourrir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'alimentation est un moyen d'exploiter la population et de l'exploiter de la manière la plus honteuse, puisque les gens n'ont pas d'autres moyens aujourd'hui, parce que les gens ne savent plus planter. Les gens ont oublié aussi d'ailleurs comment ils mangeaient avant. Et c'est vrai que moi, pour la vie chère, je dirais que si les gens veulent contribuer à lutter contre la vie chère, manger des breads. Manger des breads, c'est bon pour la santé et c'est moins cher aujourd'hui. Il y a quand même une question. Il y a aussi ce qu'on appelle les marges avant, les marges arrière dans la grande distribution, les intermédiaires. Donc, ce qui amène déjà à ce que les prix soient déjà très élevés à La Réunion. Mais il y a un autre élément qu'on ne prend pas en compte. Et là, Morad, sans doute le sait mieux que d'autres, parce que sur le prix du carburant, est-ce que vous savez ce que l'État prend sur les prix à La Réunion? Sur le carburant, Sur le carburant, ils prennent zéro. L'État prend zéro. C'est la région. c'est la région qui L'État prend zéro. Non, quand j'ai l'État, je parle des collectivités. Non, c'est les collectivités, c'est que les collectivités de la Réunion qui prennent des taxes. Il y a le L'État FIAT, ne prend rien. Le FIAT est à 300 millions plus ou moins, je crois. Il y a la région qui prend et les collectivités de communes. Et le Et les communes. TSCC, donc la taxe sur le carburant. Et puis il y a ce qu'on En fin de appelle... compte, c'est collecté par la région et puis la région après redistribue. redistribue. Au Donc c'est pour faire les routes, pour faire... Et il y a donc l'octroi de mer. non, il n'y a pas d'octroi de mer sur le carburant. Enfin, il y a un octroi de mer qui est de 3%. Aujourd'hui, il y a un octroi de mer régional, je crois. Mais très peu. C'est très peu. Ça représente 1 centime, je crois. Et aujourd'hui, sur les autres produits, par contre, on retrouve tous ces... Je veux dire que quelque part aussi, l'État, les collectivités prélèvent de l'argent. La TVA pour l'État et les autres taxes sur les produits. Ça aussi a tendance à faire augmenter les prix. Ça participe au prix, effectivement, mais je veux dire, c'est une erreur de croire que aujourd'hui, l'octroi de mer, par exemple, sur l'alimentation, ou même la TVA, qui, il faut le rappeler quand même à La Réunion, est moindre que celle de la métropole. Et encore, même, il y a des produits alimentaires qui sont taxés à 2,5, des produits alimentaires qui sont exonérés d'octroi de mer. Il faut arrêter de faire croire à la population que ce sont les taxes qui contribuent sur les alcools, par exemple. Attaquons-nous à ce qui vraiment aujourd'hui correspond à la cherté de la vie, et ils l'ont évoqué, ce sont les marges. Ce sont les marges que font aujourd'hui les importateurs sur les produits. On est en train depuis des années de voler la population réunionnaise. Et aujourd'hui, on a les moyens de pouvoir agir à ce niveau-là. Il y a eu la loi Lurel dont on parlait tout à l'heure en 2012, le 20 novembre 2012 qui a été votée, qui a mis en place des outils qui aujourd'hui ne sont pas mis en œuvre par l'État. Alors,
pour résumer tout ce qui est Vichy à La Réunion, elle se résume en une phrase. Application du décret Lurel à 100%. Aujourd'hui, le décret Lurel, il n'est même pas appliqué à 10%. C'est-à-dire que toutes les sociétés qui ont une obligation de déposer ce qu'on appelle une comptabilité analytique, non seulement elles ne le font pas, c'est répréhensible, hein, c'est condamné, ça par les différents codes. Non seulement elles ne le font pas, mais les services de l'État en charge de faire appliquer le dépôt de ces comptabilités analytiques disent clairement on ne les a pas. Donc il faudrait peut-être que Ils le une demandent pas. association porte plainte. Ah mais c'est pas l'association, normalement c'est au service de l'État de demander les comptabilités analytiques puisque c'est grâce à ça que l'OPMR peut calculer qui touche quoi, quand il le touche, comment il le touche. C'est pas une comptabilité classique, c'est une comptabilité détaillée Mais si analytique. personne ne demande, Normalement, c'est les services de l'État qui doivent... C'est les services de la préfecture qui oui. demandent ça. La loi nous l'oblige, on doit le donner. Et la dernière déclaration des services de la préfecture dans la presse, puisqu'un journaliste a posé la question, il a dit on ne les a pas. C'est pour ça que ce serait intéressant, parce que là on voit bien, puisque certains produits, il y a l'octroi de mer, enfin certaines taxes, il y en a d'autres non. Mais pourquoi pas afficher justement sur tous les produits sans exception, comme on le fait toujours là pour le franc, puisqu'on on affiche toujours le franc et l'euro. D'accord ? Afficher tous les produits, octroi de mer, le pourcentage, enfin tous les taxes qui existent, zéro, justement, et à un moment donné, on comprendra justement comment faire, on verra la transparence sur le prix et voir à qui en profite le crime, si c'est la marge ou si ce sont les taxes. Alors, le mot est lâché, la transparence. Alors, pour la transparence, vous pensez faire confiance à qui ? Pas grand monde, hein, mais bon. Alors, Maintenant, si on affiche les prix, c'est-à-dire que si on aujourd'hui- affiche les prix, et voilà, on a acheté à tel prix, on met les taxes, mais à la limite, même si on met pas son coût d'achat, mais on met les différentes taxes et le prix de vente, si, on pourra peut-être à un moment donné voir si de quel côté justement à qui on profite de crime, comme je disais tout à l'heure. Quoi. Ouais, D'accord, peut-être pas ne mettre le prix de base, le prix d'achat. Bon, parce En que théorie, il y a une autorité de la concurrence qui est là pour ça. Hein. Les inspecteurs qui viennent doivent contrôler tout ça. Il a tout à fait raison. Enfin, je veux dire, Et je vais faire pourront encore jamais, mieux. Hein. Dernièrement, suite aux événements, quand la ministre est venue, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils ont nommé un homme clé. Oui. Le ministère de l'Outre-mer, le ministère de l'Économie, plus la présidente de l'autorité de la concurrence, ont nommé un homme clé qui s'occupe de tout ça. Monsieur Hamon. Eh ben, je vous invite à essayer de le joindre. Moi, j'ai appelé le ministère de l'Économie et de l'Outre-mer, j'ai demandé à avoir ses coordonnées. Il n'a pas de téléphone, il n'a pas de mail, et on ne sait pas où il siège. Voilà, ils l'ont pas perdu. Peut-être qu'il va être mis bientôt, mais en tous les cas, pour l'instant, il n'existe pas. Le problème, c'est que quand la ministre a fait des promesses, parce que c'est des promesses, surtout que nous, quand on parlait du carburant, elle nous a dit, écoutez, il ne faut pas beaucoup de jours pour mettre des experts dans l'avion, pour qu'ils puissent venir concorder ce qu'on a dit Le et, temps qu'ils et prennent un billet venir d'avion, vérifier je le temps de prendre un billet d'avion. On sait que la semaine dernière, il y a On a des deux personnes qui sont qui étaient à La Réunion. Donc on a demandé également un rendez-vous avec la préfecture pour justement pour leur expliquer moi, je demande nos au griefs. ministère. Ouais. Aucune réponse, sont repartis. Ils n'ont vu personne. Enfin, ils ont vu qui voulait. Ils ont vu qui voulait, c'est-à-dire. Voilà. Pareil. Donc ils ne voyaient pas les personnes qui ont les Ils ont problèmes. travaillé avec les organismes et les collectivités. De toute façon, ça, on l'a vu. Comme d'habitude. On l'a Comme vu, d'habitude. il y a Vous, pas de... vous regarderez ces engagements qu'elle a fait la ministre. Elle a dit voilà, on va baisser 10% sur l'alimentation, mais sur quelle alimentation ? Sur l'alimentation que personne ne consomme. C'est un paradoxe parce que les prix ont augmenté. Et les prix ont augmenté. Et la ministre avait bien les précisé minima dans la sociaux, vidéo. on les voit Je pense pas. qu'on peut reprendre dans la vidéo. La ministre a bien précisé qu'elle envoyait des inspecteurs de l'autorité de la concurrence renforcés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un pouvoir pratiquement celui d'un procureur de la République. Alors, cette on autorité sait pas où ils sont de la concurrence, qui peut la saisir aujourd'hui? Est-ce que le consommateur ou l'association de consommateurs peut saisir l'autorité de la concurrence? Il faut avoir un intérêt à agir certain. Pour une cause. Voilà. En revanche, depuis la loi de 2012, cette fameuse loi Lurel, quand même, s'il faut le rappeler, c'est une loi qui est vraiment essentielle en termes d'avancée sur la lutte contre la cherté de la vie dans les départements d'outre-mer, et tellement essentielle qu'on ne l'applique que les autorités chargées de l'appliquer ne l'appliquent pas. Et l'État lui-même a commencé, puisque aujourd'hui on entend toutes nos autorités appeler
au respect de la loi, notamment au niveau des gilets jaunes, à respecter la loi. Je veux dire, quand l'État lui-même n'est pas capable de faire respecter la loi qui a été votée, rappelons-le, par le Parlement français, qui est l'expression de la volonté générale, aujourd'hui, nous avons cette loi Lurel dans laquelle il y a eu une avancée quand même importante, qui a été de donner aussi un pouvoir de saisine aux régions d'outre-mer. Aujourd'hui, la région Réunion, depuis 2012, donc, peut saisir l'autorité de la concurrence, ce qu'elle n'a jamais fait. Et pour vous dire à quel point tout ça, aujourd'hui, est complètement bloqué, vous parliez des promesses qu'a fait Madame Girardin quand elle est venue ici. Un premier dossier qui est en train de progresser, on va dire, c'est les matériaux de construction, dont j'ai cru comprendre que vous parlerez prochainement. On en parlera prochainement. Et donc, il y a eu une étude, donc un avis réalisé à ce sujet par l'autorité de la concurrence, qui est sorti au mois de octobre 2018. Donc, qui fait état de la situation effectivement de ces marchés à La Réunion. Notamment, je crois qu'on est sur un coût de 40% plus cher par rapport à la métropole, Réunion-Mayotte. Et donc aujourd'hui, l'Observatoire des prix de La Réunion donc, a commencé à progresser justement sur le travail d'analyse plus fine, on va dire, à réaliser. Il n'a pas pu obtenir, c'est bien indiqué dans son rapport, qu'il n'a pas pu obtenir déjà, ce qui est grave, les renseignements auprès de la douane, qui est quand même un service de l'État, et qu'ensuite, il n'a pas réussi à obtenir les informations concernant les importateurs de matériaux à La Réunion. Donc, vous voulez, comment on peut avancer, si vous voulez, et croire à la crédibilité de la parole politique, quand aujourd'hui, on a effectivement un État, une administration qui ne fait pas le travail et qui ne respecte pas la loi. Alors, c'est vrai qu'on peut appeler les Réunionnais aujourd'hui à le faire, mais je veux dire, jusqu'à quel point vont-ils être des vaches à lait à ce point ? La question est simple. Aujourd'hui, est-ce que le consommateur doit changer son schéma de consommation, de comportement par rapport à la consommation, ou est-ce qu'il faut qu'il se remette sur son petit bout de terrain à planter ses tomates, son piment, le minimum qu'il peut l'avoir, et ça, au moins ça, il n'aura pas à l'acheter peut-être. Oui, mais regardez, la population augmente à La Réunion, on commence à mettre tous les gens dans les bâtiments, il n'y a plus beaucoup de monde sur les terrains, si on regarde bien maintenant. Il y en a, la majorité des gens vont pouvoir planter, mais il y en a d'autres qui ne pourront pas. Il y a des gens qui pourront planter, il y a d'autres qui ne pourront pas. Mais est-ce que ceux qui peuvent le faire le font vraiment ? Est-ce que aujourd'hui aussi, au-delà du comportement, il y a peut-être aussi retrouver un petit peu cette envie de se remettre à produire déjà à un niveau personnel et commencer déjà à aller un peu moins le petit salaire qu'on a ou les minima sociaux, et au 15 du mois, la plupart, finalement, ils se retrouvent des petites économies, mais maintenant oui, mais pourquoi c'est la population qui doit changer parce que ça fait de façon de vivre, de machin. Parce que s'il y a quelqu'un autour de cette table qui veut me dire que c'est les gouvernements qui changent et qui font pour que la population vit mieux, dans ce cas-là, moi je veux bien. Mais sinon, c'est difficile, je pense que vous, très honnêtement, vous avez raison, c'est déjà une première solution aujourd'hui de se dire que pour ceux qui ont cette possibilité, et même à la limite pour les gens qui n'ont pas la possibilité, qui habitent dans des immeubles, à un moment donné, il faut investir l'espace public. On a plein de ronds-points aujourd'hui sur lesquels on met des plantes ornementales. Plantons des braides, pour que les gens puissent se nourrir. Plantons des carottes. Reprenons l'espace public pour que les gens puissent planter et se nourrir. Et puisque Antoine Fontaine est du tampon, on a reçu cette semaine des jeunes, du QG, des azalées, donc du tampon. Eux se remettent à la terre, ils se refont des plates-bandes et ils recommencent à replanter des braides, des piments, et ils découvrent un petit peu l'agriculture. C'est vrai que la question vient de là. De toute façon, puisque la réponse depuis des années que la population réunionnaise attend des réponses de ces élus, ça ne vient pas de ces élus, de l'État, ça ne vient pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à ce moment-là, ils se disent, si pour changer les choses, il faut commencer à changer au niveau de la base, il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a des gens qui le font actuellement, puisque vous avez parlé du rond-point des azalées, mais là, j'ai des élèves qui sont en formation avec moi. Ils ont recommencé à planter les voèmes, les haricots rouges, maïs, tout ce qu'ils ont besoin, citrouilles, melons, pour leurs besoins personnels. Et ils vendent à droite, à gauche. Moi-même, je suis un de leurs acheteurs, aussi bien sur Saint-Leu que dans les Hauts-de-Saint-Leu. Donc, et ils sont contents. C'est vrai qu'ils n'ont pas des fruits toute l'année, mais en tout cas, c'est bio. Il n'y a pas de pesticides dessus et ça va... Parce que déjà, là, ça serait sans doute un premier exemple de voir qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'il n'y a pas donc de taxes, il n'y a pas de... peut-être que le prix sera beaucoup plus intéressant. Ok, mais entre le moment où il va commencer et le moment où il va finir, au minimum, il a 1 an, puisque... Oui. Alors que là, s'ils appliquent la loi Lurel, lundi matin à 8h, à 10h, tout le monde est correct.
Mourad Yelta, Donc, si, pour- quelles sont les chances pour qu'on applique la loi Lurel d'ici Ah ben ça nous Lundi matin. Ça nous bouger. Non, mais normalement, c'est même pas une question de parler de chance, c'est qu'il y a une loi, on l'applique point barre. Il n'y a même pas à se poser des questions. Je veux dire, nous, on nous tape sur la tête parce qu'on est en retard des impôts, on prend des pénalités, on nous tape sur la tête de tous les côtés. L'État qui nous donne des leçons doit déjà nous montrer l'exemple. Donc oui, non, mais... Parce que dans l'histoire c'est la République, dans le c'est cas comme par ça. exemple du carburant, c'est pas l'État qui empêche, hein. C'est pas l'État, hein. C'est un ou deux administratifs à qui on a donné un stylo et un pouvoir de faire à droite, à gauche. Et c'est ces gens-là qui bloquent les gens. Et c'est ces gens-là qui vendent la population. Alors, qu'est-ce que la population peut faire aujourd'hui? On l'a vu depuis le 7 novembre, les Gilets jaunes. Qu'est-ce que la population peut faire aujourd'hui pour faire que la loi qui a été votée par leurs représentants dans cette démocratie représentative, que les lois qui ont été votées selon les institutions françaises, selon la Constitution, comment faire pour que ces lois soient appliquées dans les faits et que pour une fois, ça avantage les consommateurs? On change d'élu. Ouais, On change d'élu. Ça, c'est compliqué. Oui, il faudra- donc, On va aller voir ses élus, il Voilà. faudra aller voir ses parlementaires. Hon- Tout le monde va voir son honnêtement- parlementaire, il exige de lui dire on veut voir ton travail. Honnêtement- On te demande de faire ça et tu fais ce qu'on te demande et pas ce que toi tu veux. Le peuple est souverain, il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc c'est grave quand même ce qui se passe à La Réunion parce que quand on voit tous les problèmes qu'il y a et on voit le peu de personnes qui se sentent concernées, on se dit il y a un gros problème à La Réunion. Soit on est tous riches, et je ne pense pas que c'est le cas, soit on a un grave problème. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'arrive plus à payer nos factures, on n'arrive plus à honorer nos dettes, et on vit comme si tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Sauf que tout le monde attend de son côté, se dit écoutez, bon, ça va passer, ça va s'améliorer. Non, il n'y a rien qui s'améliore, ça part de pire en pire. D'accord, on a bientôt le prélèvement à la source qui va arriver. Il y a beaucoup. commence, Ouais, non, mais non, mais ouais. début février, ça va être pris sur les salaires. Donc pour Non, l'instant, mais ça y est, c'est depuis le mois dernier, ça Ouais. y est là. Oui. C'est- Eh ben- il y a déjà des bugs déjà. Non, hein. oui, mais ils ont dit que c'est sur ce mois-ci. ce mois-ci, C'est à la c'est fin pour du ça mois que de ça va janvier, arriver. début C'est ça février. sur le salaire du mois de janvier. C'est pour ça que je Tout dis à fait. quand Mais ça va certaines être. personnes Non ont mais déjà touché leur salaire. Les aujourd'hui, fonctionnaires, oui. aujourd'hui, les gens, quand ils vont commencer à comprendre que sur leur, quand ils vont regarder leur compte bancaire avec le virement de leur salaire, ils vont se dire tiens, il manque quelque chose, parce qu'il y en a plein qui n'ont peut-être pas encore compris que ça va être pris directement sur leur salaire. Quand ça va commencer à sortir et que les gens ils vont se dire merde, déjà je vis sur mon découvert, je vais même pas réussir à couvrir mon découvert, comment on va faire? Et c'est là que je pense que les gens ils vont peut-être prendre conscience qu'il faudrait peut-être se bouger et comme nos aïeux l'ont fait en 68, je suis désolé, hein, j'appelle personne à casser ou quoi que ce soit, mais en 68, on s'est battu dans la rue pour avoir des acquis sociaux. Là, on est en train de nous les reprendre. Moi, mes grands-parents, s'il serait que je fais rien et que je laisse passer des choses comme ça, je me prendrais des coups de pied au cul. J'ai honte de dire ça, mais on doit se bouger le cul. D'accord. Alors, je reviens là-dessus. Oui. Pour répondre à votre question, moi je crois qu'il y a plusieurs choses à faire en même temps, à mener, plusieurs fronts à mener en même temps même, je dirais. Planter des breads, ça vraiment c'est essentiel. Moi je trouve parce que tous les breads que tu veux, mais au-delà de ça, ce que disait Mourad, bien sûr que nous avons des comptes à demander aujourd'hui à nos parlementaires hein, et nous avons des comptes à demander à l'État aujourd'hui. Donc il y a tout un tas d'actions qui pourraient être envisagées sur le plan juridique. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à La Réunion, mais pas qu'à La Réunion, hein, de toute façon, on a oublié cette capacité à s'organiser et à résister. Aujourd'hui, il y a quand même des dispositions, et non des moindres, hein, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque vous parliez du prélèvement à la source. Moi, je ne comprends même pas aujourd'hui que les entreprises jouent le jeu de l'État. Finalement, on demande aux entreprises de faire le job de l'État, hein, qui représente un coût pour elles, et les entreprises le font. Gratuitement au noir, en plus. On demande aux gens, on dit c'est la mais loi. c'est fait, Vous respectez la loi, et donc cette loi, fameuse loi Lurel, que l'État lui-même n'applique même pas, personne On ne ne lui dit demande rien. pas de faire. Donc je pense C'est fait qu'à- automatiquement. je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, par rapport à l'impôt, au consentement à l'impôt, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, article 14. Et 15. Le peuple ou ses représentants consentent à l'impôt. Eh ben non, on ne consent plus aujourd'hui dans la situation. Hein. Il y a un autre article qui est très intéressant dans notre Déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 2. Un droit dont on parle, c'est le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes aujourd'hui dans cette situation et le peuple a tout intérêt à s'organiser de manière tout à fait légale, hein, à engager des actions devant les tribunaux hein, et à faire plier aujourd'hui l'État. On est une force incroyable. Nous sommes quand même aujourd'hui ceux qui sommes le plus nombreux et que nous n'arrivons pas à nous organiser. Donc il y a des choses à faire. Simplement, il faut que les gens, à un moment donné, arrêtent d'avoir peur. Ils ont peur de quoi ?
Je rejoins Antoine là-dessus, ça s'appelle rentrer en désobéissance civile. Et il y a très peu qui l'ont fait. Et ça, je suis d'accord avec Antoine. Oui, il y a l'article 14, l'article 15 et l'article 2. Et là, on a tout perdu avec ça parce que les gens ne connaissent pas. Donc Alors, il faut que les gens rentrent en résistance. Et je rentre en résistance. il y a le grand débat qui a été lancé donc par Emmanuel Macron, le président de la République. Aujourd'hui, ça va aller jusqu'à plus ou moins entre le 15 et à la fin du mois de mars. Qu'est-ce qu'il faudrait dire au président? Parce que nous avons nos maires qui, ce vendredi, va aller à la rencontre du président. Et pour être honnête, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire parce que je les ai pas vus. Je les ai pas vus faire des rencontres avec la population. Moi, je leur souhaite bon courage surtout. Non, mais Bon honnêtement, courage. ils vont dire ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent parler pour le peuple ou pas, ça va changer quoi? Le président Emmanuel Macron, il en a rien à foutre du peuple. D'accord? C'est pas au maire, il n'a pas à écouter les maires. Le peuple est dans la rue, se plaint. Écoutons le peuple, punaise. Didier Waro, là-dessus, je suis d'accord. Il faut écouter le peuple. Mais la question, vous le voyez avec les Gilets jaunes, il n'y a pas eu une structuration. Les messages sont multiples et souvent un peu flous. La communication ne passe pas, politique ou pas politique. La question, d'accord pour le peuple, mais comment faire en sorte que le peuple parle, ait le temps de s'organiser, ait un projet et puisse dire voilà au président, ça c'est le projet du peuple, vous le mettez en action. La réponse est de votre question, Gismir Amoudou. Vous avez parlé de temps. On peut quand même laisser un peu de temps à la population de s'organiser. Il y a les Européennes. On a pas cette Emmanuel Macron culture. est contraint par les Européennes. Lui, il est contraint par les Européennes, mais nous, je veux La dire, population, on non. n'est pas contraint par les D'accord. Européennes. Nous, ce qui nous contraint, ce sont les directives de l'Union Européenne qui nous empêchent un peu plus de vivre chaque jour et nous imposent D'accord. encore un peu plus de chaque règle. Donc, à un moment donné, je crois que c'est important quand même de prendre le temps, de s'organiser, même si j'entends bien qu'il y a quand même une grande urgence, il y a une grande impatience, parce qu'il y a une grande souffrance aussi derrière, qui est légitime. Mais aujourd'hui, quand même, je pense qu'il faut laisser aux gens le temps de s'organiser. Il y a des actions qui vont très probablement se mettre en place de manière plus organisée aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe actuellement par rapport à ce sentiment de cacophonie qu'on a, puisque le sentiment de cacophonie, il est organisé par les politiques. Et que les médias, quand même, se font un plaisir aussi de relayer, je ne parle pas de cette émission, mais les médias mainstream, je dirais, se font un plaisir de relayer comme ça cette cacophonie. En tout cas, il y a, concernant les médias, juste une parenthèse, on a vu les chiffres pour parler de crédibilité des médias par rapport à la population, par rapport au peuple, ça a beaucoup chuté. Le peuple ne croit plus vraiment dans les Vous médias. venez juste après les hommes politiques, je pense, non? Je ne sais pas si c'est aussi bas, mais en tout cas, il ne croit plus. Alors, comment faire? Je vous pose la question parce qu'après, on va revenir au prix, parce qu'il faut aussi apprendre à communiquer. Parce que c'est ça le problème. Vendredi, 12 maires de la Réunion, parmi les 200 maires ultramarins qui vont rencontrer Mais pourquoi 12? À ma connaissance, il y a 24 mai à La Réunion. Pourquoi 12? Il y en a qui n'ont pas voulu y Il y a eu aller. un tirage au sort? Il y en a qui n'ont pas voulu, il y en a qui n'ont pas voulu y aller. Je pense que là, à ce moment-là, il va Sacrée falloir justement responsabilité que tout d'aller le là-bas monde pour soit parler, d'accord, que pour des choses. personne, d'accord, que lui vient, que le président vient à La Réunion. Il est bienvenu pendant ses élections, pendant sa Et il viendra dans le les second. campagnes. Enfin, c'est annoncé dans le second semestre de cette année. Est-ce que ça servira? La question est, est-ce qu'il y a vraiment une discussion? Est-ce qu'il y a vraiment des projets, des propositions concrètes? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ou est-ce que ce barouf qui est fait, c'est juste pour mettre Emmanuel Macron au-dessus de tout le monde et pour dire que c'est le meilleur candidat pour les pour gagner Européennes? du temps. Alors, moi, je pense que lui, quand il voit le mouvement des Gilets jaunes, donc on a bien compris que bon, ça change rien pour lui parce que manifestement, il n'a pas compris le désarroi du peuple. Il doit même être content que les Gilets jaunes montent une liste pour aller aux européennes. Pourquoi? Parce que, bon, ils vont peut-être perdre 1 point, mais que ce soit le Front National ou les autres listes, ils vont perdre 3-4 points, et ça va être encore lui le grand gagnant. Et surtout que ces listes qui sont préparées, ce sont des listes gilets jaunes pour Macron. Tout à fait. D'accord? Et comme tu le savais, et vous le savez très bien, j'ai été pendant 3 semaines en métropole. J'ai pu rencontrer d'autres gilets jaunes là-bas, notamment sur les Champs-Élysées et devant la mairie de Paris. Macron prépare 4 à 5 listes gilets jaunes pour foutre le bordel dans ces élections qui arrivent, où les autres
à venir. D'accord. Donc c'est volontaire de sa part. On l'a bien vu avec la jeune assistante aide-soignante. Oui. Une vraie sœur. Elle est pro-Macron. Et tous les autres derrière lui étaient pro-Macron. Il y en avait un qui avait le t-shirt Macron sur lui. Donc il faut arrêter de berner les gens. Alors voilà, là on le sait, là on a un constat. Est-ce que, encore une fois, ce grand débat national va servir à quelque chose? Si ça va servir à rien, messieurs, quels vont être les outils qu'il faudra utiliser pour faire entendre la voix du peuple? Si le président Macron, vu la situation de crise quand même dans laquelle se trouve le pays, avait une volonté de sortir par le haut de cette crise, moi je crois que très honnêtement aujourd'hui, il aurait tout intérêt à mettre en place un gouvernement d'unité nationale. C'est-à-dire un gouvernement dans lequel serait représenté aujourd'hui l'ensemble des partis politiques, puisque quand même la situation, je pense, l'exige, que les citoyens aujourd'hui se sentent complètement exclus et pour preuve du système politique, puisque nous sommes dans un système où lorsque quelqu'un gagne, et c'est le cas aujourd'hui pour le président Macron, c'est le cas également des élus locaux, c'est quand même une minorité, il représente une minorité de la population, c'est-à-dire que toute la majorité de la population est complètement exclue des institutions politiques. Et donc le gouvernement d'unité nationale que pourrait mettre en place Emmanuel Macron, ce serait effectivement chaque chef de parti politique qui devrait, je crois à un moment donné aussi, dépasser leurs égos, parce que c'est le problème aussi aujourd'hui de la politique, c'est que chacun veut laisser sa trace et chacun a un ego surdimensionné qui empêche de travailler au service de l'intérêt général, au service de la population. Mais Didier l'a bien dit tout à l'heure, si ça n'avance pas ce grand débat, eh ben, je pense aussi qu'il y aura un mai 68. Quoique mai 68, les gens n'avaient pas autant de crédit qu'aujourd'hui. Donc ça sera un peu difficile parce qu'ils vont penser toujours comment je vais faire pour rembourser mon crédit voiture ou mon crédit maison. Mais quand ils n'auront plus rien dans l'assiette ou dans le frigidaire, je pense que les gens vont sortir dans la rue. Et là, ça risque d'être méchant. Alors, on parle de mouvements sociaux, on parle de changement de comportement. Comment faire en sorte que, pour ceux qui en ont vraiment besoin, pour ceux qui sont vraiment au bord du gouffre financier, et on n'a pas parlé des dossiers de surendettement à l'IEDOM, Ils ont pas le droit. je parle des particuliers. Non, les entreprises n'ont pas le droit. On parle de surendettement dans les ménages. Ça montre bien qu'il y a aujourd'hui une vraie situation où les particuliers ont de plus en plus de mal. Mais le problème, c'est ceux qui ont de plus en plus de mal, c'est la catégorie intermédiaire. Parce que ceux qui sont aux minima sociaux ne voient pas trop leur vie changer, et ceux qui ont au-dessus, généralement, gagnent un peu plus d'argent. Vous croyez qu'ils vont pas voir trop leur vie changer? Qui ça? Ceux qui ont le minima sociaux? Vous croyez? Ils vont avoir une différence quand même. Ah, c'est vrai? Ah oui, je pense. Il faut comprendre que quand la ministre vient pour faire calmer le mouvement social, elle fait des annonces pour favoriser les personnes qui sont dans les minima sociaux. C'est ça qui fait calmer le mouvement, hein, si on regarde bien les choses. Hein. Sauf que il faut que les gens ils comprennent à La Réunion que les minima sociaux de La Réunion ne sont pas égaux aux minima sociaux de la métropole. Déjà, il y a une grosse inégalité. Donc, il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience. Déjà, également. lorsqu'il y a eu ces effets d'annonce de la ministre, tout le monde a compris que la ministre était en train de mettre sur la table ce qui se préparait déjà depuis un moment. C'était déjà voté. Oui, c'était déjà voté. On le sait L'application de la loi Lurel, elle n'y avait quand même pas pensé, hein, parce qu'il faut bien se rappeler, lorsqu'elle est arrivée à La Réunion, elle a dit « j'ai pas de solution hein. ». Moi, j'ai eu le sentiment quand même qu'on allait se retrouver à nouveau dans un processus législatif, parce que nous, pour avoir réussi à l'approcher un peu dans la rue, elle nous a parlé d'une loi Girardin. On lui a dit « non, écoutez, c'est pas nécessaire la loi Girardin, puisqu'il y a déjà la loi Lurel. Appliquez la loi Lurel, Madame Girardin. Si vous voulez vraiment être une ministre qui marquera l'histoire des Outre-mer, comme l'a marqué de son nom Victorin Lurel, quand même, qui a mis en place ce ministre d'origine guadeloupéenne qui a mis en place ces outils, et ben que Madame Girardin, qui est de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une ultramarine, qu'elle fasse appliquer cette loi en Outre-mer. Mais je me demande si elle a vraiment un pouvoir. Elle avait un pouvoir qu'elle pouvait faire, et elle pouvait régler le problème de l'histoire du monopole de la SRPP, elle pouvait le régler en 5 minutes. Pas seulement du monopole de la SRPP. De celui-ci, elle avait le dossier complet. Aucun juge n'aurait pu s'opposer. Au contraire. Il suffisait qu'elle donne un coup de téléphone. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Morad Yalta, la question du monopole des rentes de situation, elle est posée depuis le début de la départementalisation et même bien avant. À la différence, c'est que là, elle a un dossier complet pour faire condamner, parce qu'elle a les actes, elle a les documents, elle a les faits. Il lui suffisait de donner un coup de téléphone, soit à la SRPP, soit au procureur de la République. En 5 minutes, elle réglait le problème.
et j'en mets ma main coupée. Et elle ne l'a pas fait. Mais on sait très bien, Mourad. C'est-à-dire que elle a... Comment dire ça? Elle a refusé de faire appliquer l'article 40 du Code de procédure pénale. À la connaissance de délit, elle n'informe pas le procureur. Elle aurait dû le faire. En 5 minutes, elle le réglait. Et la réponse qu'elle a dit à Didier, vous connaissez le dossier mieux que moi. Je vais voir pour faire venir d'autres personnes. Mais elle a... Tous ceux qui étaient autour de la table, le préfet, tous ses conseils, sont tous au courant. Elle a noyé le poisson encore une fois. Ils auraient dû... Ils auraient réglé déjà ce problème-là en 5 minutes. Ensuite, on passait aux autres. Celui-ci, vous le réglez. Mourad, Yalta, si ce problème-là est réglé, ce problème de monopole est réglé, c'est la porte ouverte à quelque chose qu'on n'a jamais vu à La Réunion. C'est la porte ouverte à la vie moins chère. Voilà, c'est exactement ça. Mais oui, mais n'est-ce pas son rôle de régler ce problème-là? Mais évidemment que c'est le rôle des politiques. C'est le rôle des politiques de le régler. Donc, à partir du moment où il a réglé oui, depuis 40 dire ans. Quoi ça veut dire quoi? Et en plus, c'est sorti dernièrement, là, une jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'on m'a envoyée. C'est hallucinant. Que, à partir du moment où il a connaissance de ça, qu'en un coup de téléphone, en 5 minutes, ils peuvent régler le problème et qu'ils ne le font pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils ne veulent pas le faire, et alors ils en deviennent complices. Et aujourd'hui, il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui est sortie il y a une quinzaine de jours à propos des positions dominantes, qui dit que toute personne qui participe directement ou indirectement à laisser en place un abus de position dominante devient complice. C'est hallucinant. C'est-à-dire que la personne et tous ceux qui étaient autour de la table le jour où Didier a parlé en vidéo en disant ils ont fait ceci, ils ont fait cela, vous avez toutes les pièces, n'ont pas saisi le procureur de la République, Enfin, normalement, ils n'ont pas à décider si c'est grave ou pas. Ils doivent informer le procureur, c'est au procureur de décider. Ils ne le font pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être obligé de le faire moi. Je vais le faire. C'est pas un problème. Je le ferai, ça va prendre un peu plus longtemps. Regardez le préfet. Le préfet, je lui pose la question ce jour-là. Monsieur le préfet, quelle est votre mission première? Il ne me répond pas. Il dit votre mission première est de faire respecter les lois. Et en 5 minutes. Pourquoi vous ne le faites pas? Ils ne l'ont pas fait. Il y a des lobbying Alors derrière. Pourtant, ça coûtait quoi? Ça coûtait quoi à l'État? Rien. Au contraire. Ça aurait fait baisser la tension. Ça faisait baisser la tension. Ça permettait aux gens d'obtenir au moins une chose sur les 100, qui correspond quand même à 50% de leur pouvoir d'achat, parce que tous les produits pétroliers, tout le monde en utilise. Elle le règle en 5 minutes. Elle ne l'a pas fait. Surtout que le mouvement Gilets jaunes a été lancé par rapport à la hausse des produits pétroliers. Du carburant, Donc, tout à fait, la hausse du carburant. C'est là qu'on se dit Moi, on ne veut pas trouver les solutions. C'est là où on n'a pas compris. Ou ça alors ne qu'on coûtait rien. refuse de les appliquer, parce que bien les sûr. solutions, ils les ont Bien déjà. sûr. Ah, mais là, Elles existent, les outils Mais sont là, à partir du moment où on en a connaissance et qu'on refuse de le faire, on devient complice. On rentre dans une affaire Benalla pays. Ce qui veut dire... D'ailleurs, vous aussi, vous êtes complice là, parce qu'on vient de le dénoncer. Si vous ne dites rien, Merci. Moi, je suis honnête avec On le vous. dit à l'antenne. C'était la question qui allait suivre. Est-ce que ça veut dire que Mourad Guéalta, ça veut dire que Didier Warraud, Antoine Fontaine, Eric Marcelli, Jean-François Maillot, vous allez porter plainte contre, Ah, mais moi, c'est contre déjà l'État pour complicité? Pas contre l'État pour l'instant, contre l'administratif. D'accord. Parce qu'il y a une jurisprudence un peu compliquée, donc je suis obligé d'abord de saisir contre l'administratif, qui lui devra dire s'il a reçu un ordre supérieur ou s'il l'a fait de lui-même. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de porter plainte contre l'administration. Il y a des actions juridiques de toute façon, il y a engagées, des ça actions c'est tout à fait de clair. groupe. Il y a même des actions possibles. Des actions de groupe grâce à Tous les gens se sont 2014 lésés. par rapport aux consommateurs. Aujourd'hui aussi, on peut s'interroger sur les associations de consommateurs à La Réunion qui passent notamment sur des radios célèbres. On se demande ce qu'elles font, ces associations de consommateurs. Couverte de poussière. D'accord. Ce qu'elles font. Mais aujourd'hui, c'est clair que les Réunionnais ont tout intérêt, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas de volonté politique. Et pourquoi il n'y a pas de volonté politique de faire changer les choses? Parce que nos politiques sont soumis aux lobbies et qu'ils travaillent pour les lobbies. Aujourd'hui, nous avons tout intérêt à commencer à nous organiser nous-mêmes en lobby. Et peut-être que cela risque de prendre un peu de temps, mais je crois qu'à un moment donné, comme nos élus n'ont pas de courage politique, il faudrait que les Réunionnais et les Réunionnaises trouvent un peu de courage politique, se lèvent enfin pour montrer aux générations qui arrivent derrière que nous ne sommes pas que des serpillières, nous ne sommes pas que des vaches à lait, et comme Jessica, ils retrouvent un peu de courage. Normalement, tous nos parlementaires sont au courant de cette chose, hein, puisque ça a été dit à la ministre. Tous les parlementaires sont au courant. Ils ont tous le dossier complet des délits de la SRPP à l'encontre de la CIR pour l'empêcher de rentrer. Donc ils ont tous connaissance en tant que parlementaires. En théorie, tous ces parlementaires auraient dû agir à Paris, auprès du ministre de l'Outre-mer, auprès du ministère de l'Économie, auprès du ministre du cabinet de l'Outre-mer, du Premier ministre, auprès de la présidente de l'Autorité de la concurrence. À l'Assemblée nationale, ils auraient dû déjà aussi... À l'Assemblée nationale, auprès de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les Outre-mer. Silence radio, c'est pas grave, hein. On a pris nos avocats privés, on va le faire nous-mêmes.
Au lieu qu'il y ait une concurrence immédiate, bon, ben, elle sera dans 2, 3, peut-être 4 ans. Beaucoup pensent qu'on va nous user avec une procédure Bayon, c'est-à-dire dans le temps. Mais... Je veux dire une chose, que les Réunionnais, ils ont une obligation. Peut-être pas envers avec Marcely, mais ils ont une obligation envers leurs enfants. Pour leur donner un avenir meilleur. Et ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ah oui. Mais la question, par rapport à ce que vous venez de dire, et Antoine Fontaine l'avait souligné également, c'est qu'il faut que le Réunionnais prend sa part à ce combat. Mais on a vu à l'image de ce qui s'est passé avec le mouvement de Gilets jaunes, le mouvement des mouvements de Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, vous avez l'impression que le Réunionnais, il est prêt à se solidariser? Mais bien sûr. Il est prêt à se mettre ensemble pour porter ce combat contre la vie chère? Moi, je crois que vraiment l'une des premières victoires de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir rencontré dans les différents ronds-points, dans les rues, des personnes qui sont un peu plus conscientes de la situation à La Réunion et qui sont prêtes à bouger. C'est en train aujourd'hui, même si ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, les choses sont en train d'avancer de manière positive. Et les gens sont en train de commencer à s'organiser. Et donc, il y a des choses qui vont se mettre en place dans les mois, dans les années à venir, pour que, comme le disait Éric Marcely tout à l'heure, nous avons une responsabilité quand même vis-à-vis des générations qui arrivent derrière. Et la situation dont nous héritons aujourd'hui et les droits que nous avons acquis aujourd'hui, nos aînés se sont battus pour que nous ayons aujourd'hui ces droits. Et donc, nous-mêmes, aujourd'hui, notre génération a cette responsabilité vis-à-vis des générations qui arrivent derrière, de se dire qu'on s'organise. On ne va pas dire qu'on va tomber dans la violence, mais nous avons aujourd'hui des moyens légaux, même si cela doit prendre du temps, même si cela demande beaucoup de volonté, mais nous avons la responsabilité de le faire. Le problème, c'est que le temps, tout ce temps-là, il bénéficie qu'à la SRP, enfin, qu'au monopole. Tout ce temps-là, il ne bénéficie qu'au monopole. Qui est en train de faire quoi? Qui est en train d'encaisser si demain il devait avoir une amende? CRPP s'en fiche. Ça fait 2 ans qu'il encaisse indûment des sommes qu'il n'aurait jamais dû toucher. Le jour où il aura l'amende, il paiera avec ce qu'il a touché indûment sur la tête du Réunionnais, il paiera son amende. Et il lui en restera encore. Et peut-être qu'il en restera même avec les intérêts. Encore, tout à fait. Et le problème, il est là. Pour être un peu plus précis, quand on fait ce genre de plainte, on demande 2 choses. Si c'est vraiment très grave, on demande des mesures conservatoires. Et ensuite, on fait une procédure, ce qu'on appelle au fond. On a fait des demandes de mesures conservatoires. Si vous allez sur le site de l'autorité de la concurrence, la déontologie, c'est que l'autorité de la concurrence se saisit sous 15 jours. Sous 15 jours, ça fait 2 ans. Moi, ce que je comprends pas, c'est que... Mesures conservatoires, c'est-à-dire qu'ils viennent et ils font stopper tout de suite l'urgence. C'est-à-dire, ils débloquent. Après, ça sera jugé. Ils ne font pas. Nos politiques locaux sont au courant de ce problème-là. Et ce que je comprends pas, comment ça se fait que nos politiques locaux, ils peuvent ne rien dire, ne rien faire, en sachant que le Réunionnais se fait voler tous les jours. Mais il y a un problème, quoi. C'est pas une personne qui s'est volée déjà. Une personne qui s'est volée, c'est grave. Là, il y en a 850 000 qui sont volés tous les jours. Et si je vous dis que le FIRT, le fonds sur le carburant, ça rapporte, pour le fonds routier, ça rapporte 300 millions qui sont répartis entre la région, le département et les communes, est-ce que ça apporte une réponse? Non, parce que ça ne change rien. Ça n'a rien à voir puisque les taxes sont fixes. Le carburant soit 1 euro, qu'il soit 20 centimes, les taxes sont fixes. Alors, ça change rien. Que la vie soit chère pour nos élus, c'est pas un problème pour eux. Je veux dire, avec toutes les indemnités qu'ils ont d'argent public, c'est pas du tout un souci, c'est pas une priorité. D'ailleurs, on le voit bien dans les projets aujourd'hui qui sont portés par les élus locaux à La Réunion. Ce sont par exemple des routes. La route sur la mer, la route des Hauts de l'Est, la route des Géraniums, peu leur importe que la vie soit chère. Monsieur Didier Robert a découvert qu'on pouvait mettre en place le dispositif de continuité territoriale pour le fret. Et c'est vrai que je partage assez la position de Didier Hoareau de dire que c'est pas à l'argent public, c'est pas à l'argent de nos impôts de continuer encore à subventionner ceux qui nous volent tous les jours. En plus, mais il découvre, si vous voulez, que la continuité territoriale peut être mise en place pour tout un tas de secteurs d'activité. Donc, mieux vaut tard que jamais, mais je pense qu'ils ont un devoir d'aller assez vite aujourd'hui, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même une forme d'impatience aujourd'hui de la population, et on peut la comprendre. Ça fait plus de 50 ans qu'elle vit dans cette situation-là. Est-ce qu'on va vivre encore 50 ans avec cette problématique de vie chère dans les départements d'outre-mer?
et particulièrement à La Réunion. Mais n'oublions pas quand même que si nous laissons cette continuité territoriale sur les produits importés que de mettre la région en place, nos impôts vont augmenter. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que C'est le serpent qui se mord la on queue. verra les prix moins chers en magasin, soit, mais nos impôts ils vont augmenter, donc ça ne changera rien pour nous. Mais il Donc, n'empêche quand même malgré tout que, je veux dire, il y a des fonds européens qui existent aujourd'hui, et notamment, vous parliez tout à l'heure, on parlait d'une loi, la loi Lurel, qui n'est pas appliquée. Il y a un article aussi dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, et pas des moindres, qui n'est pas appliqué, c'est l'article 349, qui permet aujourd'hui de prendre en considération un certain nombre de spécificités dans les régions ultrapériphériques, dont fait partie La Réunion, et qui permet de compenser un certain nombre d'handicaps. Et il y a aussi une C'est de chose, l'argent Antoine public. Fontaine, qu'il faudra quand même de dire, c'est que ça veut dire que quelque part, il faut que la Réunion propose des projets aussi à l'Europe. Mais je crois que ça a Mais été la fait depuis Réunion- longtemps, mais nos élus ne la veulent pas Réunion faire. ne Non, propose c'est que rien. la Réunion ne propose rien. La c'est ça, Réunion le ne propose problème. rien, C'est que- notre député Tout à européen fait. ne propose rien, la région Réunion ne propose rien, donc c'est clair qu'aujourd'hui nous On va avons juste une quand classe même politique. rectifier que la région, par la voix à l'époque de Jean-Paul Virapoul, avait déposé un mémorandum à Bruxelles. On ne sait pas quel va être le retour, mais juste pour dire qu'il y a eu en tout cas un cahier déposé donc à Bruxelles concernant la Réunion. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai pas eu encore l'occasion de lire, de savoir ce qu'il y avait dessus. Voilà. Je préfère être honnête là-dessus, j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Écoutez, moi j'étais même pas au courant Si, il y a un qu'il mémorandum. un Un mémorandum, pardon. Et la vie chère, oui, le règlement de 90% des demandes des gilets jaunes dans la rue se règle par la loi Lurel et peut être réglé en 48 heures. Il suffit juste pour ça. Et je Messieurs, vais voilà ce que- revenir dessus sur la demande que moi j'ai faite à la ministre. Et je dis arrêtez de nous bassiner avec toutes ces bêtises. Faites-nous venir 2 procureurs financiers ici, on va leur donner les documents et ils vont agir. Eux, oui. En 48 heures, la vie chère baisse. Alors, ce qu'on va faire, on va nous décortiquer cette loi Lurel. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'accord ? plaisir. On va décortiquer, on va voir tout ce qui est bénéfique pour le consommateur réunionnais. L'ensemble de la loi. Si la loi est appliquée, bien sûr, hein, on fait les hypothèses. Si la loi est appliquée, on décortique la loi, on regarde tout ce qui peut vraiment être bénéfique pour la consommation. Moi, je dirais pas si la loi est appliquée. Ouais. C'est si ceux en charge de l'application faisaient leur travail. Parce qu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est une réalité, je suis d'accord. Ils le Mais, font pas. mais Pourtant, il y a des institutions ici qui ont un pouvoir d'investigation, qui est par exemple la DGCRF ou la DIAC a un pouvoir d'investigation. oui. C'est-à-dire qu'elle peut s'autosaisir, dire voilà, ça, je ne suis pas d'accord, parce que ça ne respecte pas la loi. Mais ce problème-là, on le connaît depuis des décennies et des décennies, que la loi n'est pas appliquée à La Réunion, que la loi qui avantage les consommateurs ne sont pas appliquées. Ça, on sait qu'il y a des monopoles, on sait qu'il y a des grandes situations. Ça n'a pas changé. On a participé à la loi, rappelez-vous la l'Odéum, le grand débat, ces moments où on a réuni les gens, les économistes avec les élus de la région. À l'époque, Le grand débat. Paul Vergès était à l'époque président de région. Il a réuni les gens autour de lui pour se battre. Ce qui a donné la l'Odéum en 2009. Ça a changé quoi? Et là, on a parlé des rentes de situation, on a parlé des monopoles. Qu'est-ce qui a changé? Mais le monopole, lui, on peut le dénoncer que s'il y a un concurrent. S'il n'y a pas de concurrent, Tout à fait. à ce moment-là, s'applique la loi Lurel et une autre loi, je crois que c'est la loi Royer, et qui dit que toute société qui possède plus de 25% de parts de marché doit être mise à l'amende ou démantelée. C'est-à-dire, on doit l'obliger à vendre. Et c'est ce qui s'est passé sur certains magasins ici, à qui on a dit, tu n'as pas le droit d'avoir plus de mètres carrés que ça, tu es obligé de revendre quelques magasins à un autre groupe. C'est ce qui s'est passé. Sauf qu'il l'applique qu'à certaines personnes avec... Voilà, ben, Ça, c'était on voit une décision concernant un projet de loi qui a été proposé par Tenakun sur les grandes surfaces commerciales. Mais il y a aussi qui a été le- supprimé depuis en fait, qui a été supprimé. Mais on voit bien que, enfin, c'est quand même inquiétant. Moi, je trouve ce que vous êtes en train de dire, Jismir Hamoudou, que la loi aujourd'hui sur les monopoles, sur la consommation n'est pas appliquée à la Réunion. C'est-à-dire que quand même la France est un État de droit, qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui ont la possibilité de s'extraire de cet État de droit et à commencer par l'État lui-même qui est le garant de l'application de la loi, mais quelle crédibilité aujourd'hui à la justice à La Réunion, quelle crédibilité à notre préfet à La Réunion, mais qu'on libère tous les prisonniers qui sont à Domingeau, ils n'ont rien à y faire, puisque pourquoi on leur demande à eux d'appliquer la loi quand aujourd'hui, nous-mêmes, État,
n'est même pas capable d'appliquer la loi. C'est quand même grave ce qui est en train de se passer aujourd'hui à La Réunion. Et je pense qu'il faudrait vraiment que les gens en aient conscience pour que demain, les choses ne continuent pas comme ça. On ne peut peut-être pas libérer tout le monde, mais... Non, peut-être pas libérer tout le monde. En fin de compte, aujourd'hui, Non, mais je je veux vais les mettre avec. ça pose quand même une question de dans crédibilité l'économie, par rapport à la justice Mais aujourd'hui. dans l'économie d'aujourd'hui- Quelle crédibilité à la justice à La Réunion dans l'économie d'aujourd'hui, dans l'économie d'aujourd'hui, Il n'y a pas suffisamment de place. hein. on n'est plus dans un état de monopole Ils se servent pas. classique tel qu'on a toujours connu. Aujourd'hui, surtout à La Réunion, parce que je connais surtout ce marché-là, on est devenu dans un système de monopole prédateur, Vampirisme. et qui aujourd'hui est qualifié non plus de monopole, mais de monstropole. C'est-à-dire qu'il englobe tout le monde, il ne cherche pas à savoir s'il respecte la loi, pas la loi, il s'en fiche s'il y a politique. Il est plus puissant que tout ce qu'il y a derrière lui. Plus puissant que la loi, plus puissant que les politiques, plus puissant que tout. Mohamed Alta, Didier Waro, Antoine Fontaine, Éric Marcelli et Jean-François Maillot, vous êtes d'accord pour revenir la semaine prochaine là pour parler de cette loi Lurel et pour dire tout ce qu'il y a dedans? Bien sûr. D'accord, donc voilà, on vous donne rendez-vous avec ces mêmes personnes jeudi prochain, donc pour voir, on va prendre le temps, on va regarder tout ce qu'il y a dans cette loi Lurel qui pourrait faire du bien aux produits de consommation à La Réunion, faire du bien bien sûr aux consommateurs réunionnais, et j'espère qu'à ce moment-là on pourra aussi faire avancer un petit peu ce grand débat auquel on a l'impression qu'à La Réunion peu de gens y participent. Merci messieurs, merci Lalaine, merci François. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Continuez bien votre soirée sur Télé Créole. Bonsoir chez vous.